Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Sylvain. Salut Léo. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup de m'accueillir. Eh bien écoute, avec plaisir, on est dans des locaux plutôt sympas, avec une belle vue sur le gris de Paris. Ouais. Qu'on aime et qu'on apprécie. Ravi d'être avec toi. Avant de commencer, on va briser la glace. Tu es la deuxième personne que je connais qui vient de Poitiers et qui a réussi sa vie. Réussi sa vie, je sais pas trop, mais c'est quand même dur. Hein. Si je peux être ambassadeur du Poitou, y a pas de problème. Visitez le Poitou, visitez le Poitiers et le Futuroscope. Visitons le Poitiers. On va y venir sur ta vie, ton œuvre, ta bataille, mais du coup, j'ai ravi de parler avec toi d'un sujet que je pense pas grand monde des gens qui vont écouter le podcast vont connaître, mais dites-le moi après en commentaire ou en message si vous connaissiez l'OSINT avant. Tu vas nous parler de ce sujet-là, de l'OSINT, O-S-I-N-T, OSINT. Comment tu le dis en français, OSINT? Alors moi je le dis OSINT, mais il y a des comment ça s'appelle, des doctrines un peu américaines qui disent qu'il faut dire OSINT. OSINT. Ouais, et en fait en français on dit ROSO, R-O-S-O, pour renseignement d'origine source ouverte. Alors c'est beaucoup les personnes dans l'étatique qui disent ça. Ouais, c'est mignon, mais je préfère dire OSINT. Et c'est le terme original, quoi. Ouais. Faut arrêter de franciser les mots quand ils n'ont pas besoin, quoi. Ouais. L'empouvoirment, genre c'est non, genre l'empowerment, c'est très bien, dites empowerment, dites pas empouvoirment. Mais ravi de parler du coup de ce sujet hyper un peu secret, un peu tabou que peu de monde connaissent. Tu sais ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, mais en formation, je fais quelques mini démos d'OSINT et les gens regardent en mode mais qu'est-ce que c'est, je ne connaissais pas. Mais on en parlera. Les gens me connaissent, les gens ne te connaissent pas. Est-ce que Sylvain, tu peux en à peu près 1 minute nous dire qui tu es, d'où tu viens? Alors, Sylvain Ingery, pseudo Navlis, parce que je viens du monde en fait du hacking et de la cybersécurité, donc on aime bien se nommer par des pseudos. Alors auparavant, j'ai travaillé comme consultant en cybersécurité, où en fait j'étais vraiment spécialisé dans une chose qui s'appelle le red teaming, donc dans l'audit audit global des organisations. Donc aussi bien faire des tests d'intrusion sur les sites web, mais également si tu veux faire une intrusion physique dans un bâtiment, en faisant du crochetage de serrure, en faisant tout ce genre de choses. C'est un peu l'employé mystère, tu vois, pour pouvoir voir ce qu'une menace, ce qu'un pirate peut faire, parce qu'en gros maintenant, tu as beaucoup de virtuels, tu as beaucoup de personnes qui vont essayer de pirater des entreprises à distance, mais en fait, c'est pas toujours facile à distance. Donc, en gros, ils vont aller sur place, ils vont fouiller les poubelles, ils vont poser un petit PC avec connexion 4G derrière la photocopieuse pour qu'on puisse pirater à distance l'entreprise. Alors, bien sûr, c'est des audits. Donc, en fait, on est mandaté par les entreprises pour faire ça. Donc, en fait, je faisais beaucoup de ça, je continue à en faire un peu. Et ensuite, au fur et à mesure, je me suis spécialisé justement dans l'OSINT, donc plus dans la recherche, dans l'investigation numérique. Et maintenant, j'ai monté une boîte qui s'appelle Epios, où en fait, on vend une solution de recherche d'adresse mail et de numéro de téléphone, majoritairement pour des forces de l'ordre, mais aussi pour des RH ou pour des avocats, pour tout ce genre de choses. Et on fait de la formation, ce genre de choses, et de l'investigation, du background check. On en a pas mal, notamment dans le monde du RH, pour vérifier que, par exemple, des personnes n'ont pas des grosses casseroles, etc., et qui peuvent, notamment des C-level, pour être sûr que ça va pas nuire en fait à l'image de la marque, quoi. Est-ce que tu as un lien là-dessus avec, par exemple, tout ce qui est genre DGSE? Je sais quoi, dans plusieurs boîtes, on recrutait dans la data et autres, on devait vérifier le profil des personnes via ça. Tu travailles avec ce genre de boîte ou, enfin, sans donner les noms, mais... Ouais, non, t'inquiète. En fait, on travaille beaucoup à l'international, okay, pour le coup. Et en fait, on a tout. Je te dis, on a des, tu vois, on travaille avec Interpol, on travaille avec le FBI, ce genre de choses qui eux font de l'intraque, par exemple, de cybercriminels ou alors de fugitifs sur du pédo. Mais on va avoir aussi, je te dis, un cabinet d'avocats qui va faire une due diligence avant une fusion-acquisition. On va avoir des cabinets RH qui vont vérifier, qui vont nous utiliser, etc. En fait, c'est assez marrant. C'est hyper large. Ouais, c'est ça. En fait, j'adore parce qu'on touche à plein de métiers différents et c'est assez cool. En vrai, parce que tous les jours, en fait, j'apprends des nouveaux use cases. Tu vois, on a eu de la fraude, on a eu tout ce genre de choses et tout, quoi. Donc voilà pour la présentation un peu grosso modo. Je m'amuse à explorer Internet, quoi.
T'explores Internet, t'es le Squeezie de la cybersécurité. Waouh. Le parallèle qui sort de nulle part. Est-ce que tu peux me dire, tu le sais, je demande ça à chaque invité, une chose que tu aimes dans la vie, ce serait quoi? Intéressant. J'aime la beauté de la vie. Non. Tu vois, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Non. Merci Otis. Ouais. En fait, j'ai un peu un problème, c'est que tu vois, ma frontière pro et perso, en fait, est vraiment très liée. Et donc, en fait, l'OSINT, je continue à en faire. Ouais, c'est ça. J'en fais le soir, ou alors, tu vois, en slip dans ma chambre, à traquer des personnes. Et en fait, j'adore ça. J'adore essayer de trouver l'introuvable. Où tu vas choper une information que tu te dis, non, mais ça, c'est un service de renseignement qui peut récupérer ça. Et en fait, tu peux créer ton propre service de renseignement avec le site. Donc ouais, désolé, ça fait très pro. Est-ce que tu défonces tout le monde en comment tu dis, les escape games ou pas? Non, en fait, j'en ai pas fait énormément. Okay. Mais c'est vrai que c'est intéressant c'est un peu le même esprit d'analyse. C'est un peu l'esprit hacker où il faut être ultra curieux et ouais, carrément. T'arrives et genre le truc doit durer 2 heures et toi en 5 minutes c'est bon, j'ai trouvé quoi? Qu'est-ce que je fais? J'ai hacké le truc Par contre, dans les escape games, je me suis déjà fait engueuler par les personnes qui gèrent les escape games parce que tu sais, t'as les cadenas ou des trucs comme ça. Et en fait, moi je les crochette. Mais ils disaient mais non, mais en fait, il y a une énigme mais tout ça. Ouais, le mec a pas le coffre-fort, tu sais, tu peux bypass les coffres. On aime bien. Trop bien. Donc du coup, tu aimes beaucoup chercher des choses. Et pareil, du coup, Pâques, quand t'étais petit, c'était un truc que tu kiffais? Le quoi, pardon? Pâques, trouver les œufs dans les jardins. Non, c'est pas un truc. Je sais pas, t'as trouvé des choses. Ouais, c'est pas bête. Non, mais en fait, tu vois, j'aimais bien trouver des trucs sur Internet. Enfin, juste explorer ce genre de choses. Okay. Et j'ai raconté ça récemment à une personne où c'est assez marrant comment je trouve la première expérience d'osine que j'ai eue. En fait, c'était pour la pendaison de Saddam Hussein. Et en fait, tu fais waouh. Bon, tu vois, je suis né en 93, donc j'étais assez gamin. Mais en fait, tu vois beaucoup de personnes où les médias traditionnels parlaient de la vidéo et tout ça et ils montraient pas forcément. Et en fait, en cherchant sur Internet, tu vois les trucs et ensuite tu comprends, tu vois déjà des personnes qui font des analyses sur ça et tout ça. Et en fait, t'es gamin et tu fais mais en fait, c'est possible de trouver de l'information qui est assez sensible sur Internet. Et je m'intéressais déjà de base à la géopolitique, à plein de choses. Et en fait, tu vois, à mon sens, c'est ma première expérience de curiosité et de recherche sur Internet. Trop bien. Enfin, c'est le truc un peu trash quand t'es enfant de regarder ce genre de truc, mais t'as ce côté un peu interdit quand t'es enfant que tout le monde fait, tu vois. Après la pendaison en soi, on voit pas grand chose. Tu vois, mais c'est juste le principe de trouver. Ouais, c'est ça. C'est le principe de se dire waouh, en fait, il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui a filmé un truc. Et tu vas réussir en faisant quelques requêtes bien spécifiques à trouver cette vidéo qui en fait peut être recherchée par des services de renseignement, ce genre de choses quoi. Ok, trop bien, incroyable comme background story. Et est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas à contrario dans la vie qui te saoule? La lourdeur administrative. Et pourtant, tu travailles en France. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Sincèrement, je suis très bien accompagné avec des experts comptables, des avocats et tout, qui font pas mal de choses. Et tu vois, ils font du bon boulot. Mais ouais, non, j'ai du mal. En fait, j'aime pas écrire les rapports, les trucs comme ça. Je préfère m'exprimer à l'oral, tu vois, plutôt que d'écrire. Je suis très mauvais à l'écrit, mais vous inquiétez pas, si vous prenez une enquête chez Epios, ce sera d'autres personnes qui écrivent beaucoup mieux que moi, et je relirai quand même. Mais ouais, c'est le truc. J'ai vraiment un peu de mal. Quoi. Ok. Dernière question avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu as ramené ton objet fétiche? Ouais, tiens, regarde. Alors c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, en gros, je suis allé en Égypte il y a pas mal de temps pour le boulot. Et en fait, depuis que je suis gamin, je suis ultra fan de mythologie. C'est incroyable. Ouais. Je pense que tous les gamins, en fait, ont eu un peu. C'est fascinant comme truc, quoi. Ouais. Et en gros, j'ai vu une espèce de réplique. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ibis, l'oiseau. Et non pas l'hôtel, c'est ça que tu vas dire. Oh là là, quelle blague. Là, tu peux sortir. Merci Léo. Non, et en fait, pourquoi un ibis? Parce qu'en fait, dans la mythologie égyptienne, l'ibis c'est un oiseau qui arrive à trouver des vers de terre, tu vois, un peu cachés dans la terre et tout ça. Et en fait, c'est l'oiseau qui connaît les secrets, ce genre de choses. Et je trouve que ça, j'adore ça. C'est posé sur mon bureau en fait, là où je bosse, quoi. Ouais. Et c'est assez intéressant parce que l'osine, c'est vraiment ça, c'est de chercher, tu vois, le petit ver de terre qui est Bien quelque sûr. part. Dans toute une plaine, dans tout un champ, en fait, on va réussir à le trouver et tout ça. Et en fait, j'adore ça. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que ça pouvait être un truc marrant à ramener, et parce que ouais, voilà, c'est
Il a la réputation de connaître les secrets, quoi. Par contre, t'as fait des efforts de ramener un truc aussi gros juste pour un enregistrement. Ouais, alors je t'avoue qu'en vélo, en plus, c'était un peu galère. Heureusement que j'ai un grand sac, quoi. Bravo, c'est bien, tu t'es donné pour Tam Tam, merci, et nos auditeurs et auditrices seront ravis de cet effort, même s'ils ne le verront pas. On va du coup parler de l'OSINT ou du roseau, hein, pour les gens qui en ont marre des anglicismes. Avant ça, donc tu l'as un peu expliqué, t'es tombé dans l'informatique via cette première recherche un peu pendaison de Saddam Hussein à l'époque, mais pas que ça, je suppose. Qu'est-ce qui t'a fait kiffer l'informatique? Alors déjà, j'étais une personne qui n'avait pas de jeux vidéo. Tu vois, qui n'avait pas de console parce que mes parents disaient que ça abrutissait. On avait les mêmes parents. Ouais. En revanche, il y avait le PC familial, tu vois. Donc voilà. Avec les casse-briques. Alors ouais, le flipper. Le flipper sur Windows XP. Génial. Et en fait, il y avait Age of Empires qui était fourni avec. Et ensuite, plus tard, on a eu Internet quand j'étais au collège. Et donc, Internet égale, t'as pas d'argent, tu peux craquer des jeux et tu peux avoir des jeux gratuitement. Et donc, en fait, c'est ça. Tu commences à chercher comment avoir des jeux gratuitement. Et donc, l'un des premiers jeux que j'ai craqué, c'est Star Wars Battlefront 2, tu vois. Excellent jeu. Bon, voilà, je suis un gros geek. Pour incarner un Jedi. Ouais. La mission de la bibliothèque, pour ceux qui connaissent. Oui, magnifique. Et donc, en gros, tu vois, c'est comme ça que je suis un peu tombé dans l'informatique. Ensuite, Ouais. j'ai fait des études. Je voulais faire beaucoup psychologie du consommateur, ce genre de trucs mercatiques. Et un jour, j'ai un ami qui me dit, mais viens, il y a les Gamers Assembly, qui est le plus gros événement la plus grosse compétition, Ouais. le plus gros rassemblement de compétition de jeux vidéo. Poitiers. Exactement, qui a lieu à Poitiers. Il m'a dit, il cherche des bénévoles. Est-ce que tu veux venir? J'y vais, donc j'étais au bar et tout ça parce que j'essayais de me faire des contacts. J'avais 15-16 ans. Et en fait, pendant mes pauses, je voyais 1500 joueurs en PC rassemblés dans et c'était un que des hangar. LAN, d'accord, Et enfin, ouais. tout le monde joue en réseau, ouais. Et en fait, j'ai été fasciné par ça. Et ensuite, j'ai parlé avec les personnes qui ont mis en place les serveurs et tout. Je fais, mais en fait, j'ai envie de faire de l'informatique, tu vois. Et c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Et toujours la curiosité, tu vois, toujours à essayer de chercher, à craquer des clés Wi-Fi, ce genre de trucs en perso, juste pour comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le monde du hacking et de l'informatique, quoi. Attends, là je vois que mon ordinateur t'es en train de prendre le contrôle de mon PC, Sylvain. Pourquoi est-ce que tu me non, hackes? souris s'il te Ce plaît, n'est pas et toi. la webcam, voilà. Non mais trop bien. Et ce qui est cool, c'est que du coup en fait c'est ta passion et ce côté un peu genre curiosité qui t'a fait que t'as créé ton job en fait. Et du coup t'as créé ton job autour de ta passion qui est de trouver des choses, qui est d'aider les gens à trouver des choses, de craquer des trucs et pour le bien commun. Parce que du coup c'est ça en fait. Enfin on est d'accord, aujourd'hui ton but c'est de montrer aux boîtes leurs propres failles pour aller sur ton activité principale, pour du coup ensuite aller les corriger et les protéger, quoi. Si je résume. Ouais, complètement. Et tu vois, l'OSINT en fait, c'est la définition, c'est open source. Enfin, c'est l'acronyme pour Open Source Intelligence. Ouais. Et en fait, si tu veux une définition, c'est la collecte et l'analyse d'informations à partir de sources publiques. C'est important, public. Tout le monde peut y accéder. Exactement. Et en fait, une donnée commerciale peut également être rentrée dans de l'OSINT. Par exemple, là maintenant, t'as beaucoup de développement dans le monde spatial où en fait, tu peux récupérer de l'imagerie satellite. C'est-à-dire que pour $50 ou même gratuitement, tu peux choper de l'imagerie satellite en ce moment. Même truc que le FBI pourrait avoir, quoi. C'est ça qui est fou. Exactement. Mais c'est ça que j'adore sur l'OSINT, c'est tu peux devenir ton propre service de renseignement. Et j'adore ça. Et en gros, tu vois, beaucoup de personnes oublient la partie analyse. Beaucoup de personnes collectent, mais n'analysent pas. Et ça, c'est assez intéressant. Et justement, l'OSINT, pour moi, c'est très proche du monde du hacking. Parce que la définition d'un hacker, c'est une personne qui va détourner un service ou un objet de sa fonction première vers une seconde utilité, tu vois. Et c'est pas forcément un pirate. Et en fait, l'OSINT, c'est la même chose. À des moments, tu vois, on va utiliser une fonctionnalité bien spécifique, on va la détourner pour faire du sourcing ou ce genre de truc. Et c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment l'aspect curiosité et tout ça. Et je trouve que tout est lié, en fait. Trop bien. Et c'est vrai qu'en fait c'est hyper large. Est-ce que tu peux nous faire vite fait une sorte de panorama de tout ce qu'est l'OSINT? Tu vois, moi j'avais fait une formation avec OpenFacto, que du coup tu me dis que tu connaissais très bien, qui est une asso qui fait des formations. Si jamais l'OSINT vous intéresse à la fin du podcast, si vous voulez vous former, en plus vu que c'est une asso, c'est pas très cher par rapport à une formation d'une boîte commerciale. Et alors pour le coup c'est pas 100% impliqué au RH. On fait beaucoup de géolocalisation, par exemple. On doit repérer, genre avec le soleil, etc., quand une photo a été prise. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous faire une sorte de panorama de c'est quoi, grosso modo, les 4, 5, 6 gros thèmes de l'OSINT? Enfin, est-ce que tu as des sortes de branches un peu? Alors en fait, t'as différents acronymes et je vais pas embêter les gens avec les acronymes genre SOCMINT et tout ça pour les réseaux sociaux. Enfin, bref. En gros, tu vas avoir, moi ce que je trouve passionnant, c'est ce que je te disais, les vues satellitaires. Ouais. Donc en gros, faut te dire que tu as 3 types de vues satellitaires. Tu as de l'optique, donc tu prends des photos. Tu as de l'infrarouge et tu as également de l'imagerie radar.
Pour la nuit, du coup, c'est ça? Alors non, c'est mieux que ça. C'est par exemple là, tu vois, tu veux suivre par exemple le conflit russo-ukrainien. Tu te mets à la frontière, sauf qu'en fait, on est en février ou en janvier ou en mars, ce genre de choses. T'as des nuages. Ouais. Et donc, t'as beau prendre des photos, t'as des nuages, tu peux rien voir. Donc l'imagerie radar va passer à travers. Trop bien. Et tu vas avoir pas mal de trucs. Et donc ça, c'est ultra méga intéressant. Je vous conseille une personne sur Twitter qui s'appelle Coupe Sûre, Benjamin Pité. Et en fait, il a fait pas mal de choses là-dessus sur le suivi. Notamment, il a regardé sur TikTok et tout ça. Il y a des personnes qui filment, tu vois, un train. Bien sûr. Et en fait, toi, tu vas juste repérer, ce passage à niveau. Où est-ce qu'il est, quand est-ce que la vidéo a été filmée, et en fait tu comptes, il y a eu 6 missiles balistiques Iskander ou je sais pas quoi qui sont passés, et en fait tu vois que le train il est parti de telle localisation, ensuite il arrive dans telle base, donc tu vois qu'en fait il y a deux mouvements de troupes et tout ça. Et ça, je trouve ça passionnant parce qu'en fait n'importe qui peut avoir accès à ça, alors que tu te dis que c'est de l'information qui est ultra sensible. De ouf. T'as la partie bien évidemment sourcing, donc en gros identifier des personnes d'une entreprise, identifier des personnes qui ont des compétences bien spécifiques, et donc tout le monde connaît LinkedIn, et en fait juste de faire une recherche sur LinkedIn, vous faites déjà de l'OSINT. De faire une recherche sur Google, vous faites déjà de l'OSINT en fait. Parce qu'on va juste savoir chercher, on va chercher en fait sur différents réseaux sociaux ou ce genre de trucs, les personnes qui répondent à notre thématique. Après, t'as la même chose, t'as la géolocalisation que tu disais, mais c'est des choses qui sont plus axées sur la partie journaliste. Mais en fait, il faut se dire que l'OSINT peut être appliqué à n'importe quel métier. À partir du moment où vous cherchez quelque chose de public, en fait, vous faites de l'OSINT. Ok. Et t'as une deuxième partie de l'OSINT qui est important, et souvent, du coup, les gens se disent que c'est illégal de faire ça, d'accord, c'est que c'est toujours de manière légale. Tu dois jamais enfreindre la loi d'une manière ou d'une autre. Ouais, complètement. Moi, pour que ce soit considéré comme de l'OSINT, donc il faut que l'information soit librement accessible. Ouais. Et moi, j'aime bien la définition de Hervé Le Toqueux, qui est justement l'un des cofondateurs de l'association Open Facto, qui maintenant bosse chez Viginum. Viginum, qui est une organisation française étatique, qui lutte contre les désinformations, qui est génial. Ils utilisent beaucoup d'OSINT et tout ça, et c'est vraiment cool. Et en fait, il dit que pour que ce soit librement accessible, il faut que l'information soit obtenue sans ruse et sans stratagème. Donc en fait, tu vas pas rajouter une personne en ami sur Facebook, sur LinkedIn, tu vas pas la suivre sur Insta. En fait. Exactement. Et deuxième chose, sans contrainte. Donc en fait, tu vas pas payer quelqu'un ou alors tu vas pas faire du chantage, ce genre de choses. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, et parce que des personnes vont se dire je vais me connecter avec un tel sur LinkedIn et tout ça. Non, là on est plus dans de l'OSINT. Bien sûr, vous pouvez récupérer beaucoup plus d'informations, mais en fait vous pouvez faire l'ensemble de ces choses sans interagir aussi avec les personnes, quoi. Ok, trop bien, hyper intéressant. Et donc sur cette partie-là, toi, c'est quoi le petit truc que t'aimes le plus dans la partie OSINT, genre le petit élément où tu dis genre ça j'adore? C'est l'aspect hacking. Il y en a plusieurs. En fait, c'est l'aspect hacking. Si tu veux un exemple, peut-être que tu connais les drones, tu vois, DJI, les petits drones blancs que tu achètes 500 €, 1000 €. Des captations vidéo et tout, exactement, de mariage, de documentaires. J'allais dire les mariages, exactement. Et en fait, tu vois, t'as un site, donc DJI fournit un site qui te dit où est-ce que tu as le droit de voler, où est-ce que tu n'as pas le droit de voler. Oui, tu as des zones interdites, bien sûr. Normal. Et en fait, tu vois, moi j'utilise ce site parce qu'en fait, les zones où c'est rouge, où tu n'as pas le droit de voler, tu cliques et à des moments, ils te disent ça, c'est telle base militaire qui stocke tel matériel, etc. Et en fait, ça te donne énormément de détails, tu vois. Et en fait, là, on est carrément dans la partie OSINT. On est carrément dans l'aspect hacking. On détourne un service qui a sa fonction première, qui est juste de dire où est-ce que tu as le droit de voler, où est-ce que tu n'as pas le droit de voler. Et là, en fait, tu l'as détourné pour pouvoir savoir que c'est utilisé par d'autres personnes, etc. Autre chose, tu vois, moi, j'utilise pas mal Lumen Database. Lumen, je sais pas si tu connais, mais en gros, ça te permet de savoir quels sont l'ensemble des complaints, enfin, l'ensemble des... je sais pas comment tu appelles ça, les complaints. Plaintes. Les plaintes, par exemple, des entreprises contre Google, contre Twitter, quand ils veulent... voilà. En fait, par exemple, tu es une entreprise, tu as vu qu'il y a un document confidentiel qui leak sur Google, et bien en fait, tu vas dire à Google, voilà, merci de supprimer avec le DMCA tel lien et tout ça. Et en gros, en fait, c'est intéressant parce que tu vas sur Lumen Database, tu mets la marque, je sais pas, Boeing ou ce genre de choses, et tu vas voir l'ensemble que Boeing, tout ce que Boeing a demandé à enlever à Google. Et en fait, à des moments, tu vois tu vois juste les 5 premières lignes d'un document, et ils te disent, et en fait, tu vas récolter pas mal d'informations techniques, et donc ça te permet de t'aider en fait dans tes recherches plus tard. Et tu vois, c'est vraiment l'aspect hacking, et c'est ça que j'adore. Trop bien. Pour faire de l'intelligence de marché, par exemple, et voir ce que ton concurrent font, c'est génial. Je suis sûr que tous les gens, tu parlais de Boeing, je suis sûr que Boeing et Airbus passent leur temps à s'épier les uns les autres. Mais en fait, tu vois, c'est simple en fait, et c'est ce que j'adore aussi dans la partie OSINT. Il n'y a pas besoin d'être très fort techniquement, il n'y a pas besoin de coder, il n'y a pas besoin de connaître Linux, Python, ce genre de trucs. Non, du tout. Tu peux le faire si tu as besoin en plus, mais la seule limite en fait, c'est la créativité.
C'est la curiosité. Et on pourra en parler avec les Google Docs, tu vois, Exactement. juste les recherches que tu fais sur Google, Ouais. un peu complexes, mais qui seront pas si complexes. Mais la seule limite, en fait, c'est ta créativité. À partir du moment où tu connais 3-4 règles, bah, en C'est fait, ça. après, tu peux inventer ce que tu veux, quoi. Et c'est une excellente transition parce que du coup, c'est ce que je dis à chaque fois quand je forme les gens au sourcing. Et du coup, tu vois, on va transiter vers comment tu peux appliquer l'OSINT au recrutement. Mais le sourcing, en effet, la seule manière, c'est d'être créatif. Tu vois, typiquement en formation, on va dire, bah, moi, je fais des filtres, j'utilise les filtres de LinkedIn pour chercher des gens et c'est tout. Pas d'usage de Google, pas d'usage de Instagram, pas d'usage de GitHub pour recruter des techs. Et du coup, en fait, bah, en sourcing, c'est OK, où est-ce que je peux trouver des gens ailleurs que les autres personnes? Et si clairement tu fais la même requête que tout le monde sur le même site que tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Alors que si du coup tu ouvres un peu ton esprit, tes chakras et que tu vas voir ailleurs sur d'autres sources, sur d'autres réseaux, d'autres manières de chercher, même d'autres mots-clés, tu vois, et pas prendre des mots-clés un peu classiques, bah du coup c'est là où c'est intéressant. Pour toi, du coup, avant de rentrer dans le détail, mais comment est-ce que tu penses que tu peux utiliser l'OSINT en recrutement? C'est quoi spontanément les cas d'usage qui te viennent? Alors, différentes choses. Moi, j'ai déjà eu le problème. En fait, quand je fais du red team, par exemple, je vais renvoyer des tests des mails de phishing ou de spear phishing, tu vois, en fait, on va se faire passer pour quelqu'un dans l'entreprise ou alors pour un prestataire pour envoyer un mail piégé et pour voir si les personnes cliquent. Donc, peut-être que vos organisations, en fait, elles font ça juste pour tester la sécurité des personnes parce qu'il suffit juste d'une personne qui clique sur un mail et sur une pièce jointe Et malveillante tout est compromis. pour compromettre l'ensemble de l'entreprise et donc installer un ransomware et voilà. Et en gros, en fait, la première chose que tu cherches, et peut-être que les RH, quand ils font du sourcing et tout ça, ils cherchent ça, c'est identifier le template des adresses mail pro d'une organisation. Bah, notamment, c'est un truc qui était fait, tu vois, genre avant, je dirais, quand t'avais pas les outils, genre les Lusha, Casper et autres pour trouver les mails. Du coup, bah, tu sais que c'est, je sais pas, jean.michel@peugeot.com .fr. Du coup, bah, tu vas te dire que son collègue qui s'appelle Louis Damien, ça va être Louis Damien, machin. Ouais. Et ça, c'est hyper simple. Mais et après, du coup, tu remontes. Et exactement. Et en fait, tu vois, t'as des choses assez simples. Bah, tu peux utiliser, comme tu disais, Lusha, Casper et tout ça, mais qui vont être payants ou alors faut lier et avec. tu sais pas où les infos ont été trouvées, et c'est potentiellement illégal, tu vois, justement. Et en fait, tu dis une chose qui est très bien, c'est que quand tu utilises un service, bah, tu sais pas qui est derrière. Est-ce que c'est un service d'enseignement? Est-ce que c'est un concurrent? Et en fait, faut faire attention à ça. Bien tu sûr. vois, donc voilà. Donc par exemple, tu peux utiliser hunter.io, qui est assez connu. En gros, tu mets un nom de domaine et ils vont te dire, bah voilà, le template. Généralement, on voit que c'est p.nom@l'entreprise.com ou prénom _ nom, etc. Mais en fait, tu peux aussi utiliser juste des requêtes Google, et moi je le fais souvent sur ça, juste de faire guillemets le nom de domaine. Tu fermes la guillemets, tu rajoutes mail par exemple, et en fait tu fais entrer. Et en gros, tu vas avoir quelques résultats, mais pas assez intéressants. Moi, ce que je rajoute, c'est espace ext2.pdf par exemple, pour dire je veux voir l'ensemble des documents PDF qui contiennent ça. Qui contiennent le le nom de domaine de l'entreprise. Et en fait, si je vois que j'ai que des adresses mail genre par exemple RH ou contact ou des trucs comme ça et que j'ai pas des trucs nominatifs, bah si c'est une entreprise par exemple, je sais pas, basée en Italie, bah en fait je vais mettre et je vais rajouter le mot Massimo, tu vois, des prénoms très communs ou alors des noms assez communs du pays. Et en fait, je sais qu'il y aura au moins une personne qui aura le nom, par exemple aux États-Unis, John. La et en fait, comme ça, je trouverai beaucoup plus facilement une adresse mail d'une personne. Et puis, en fait, je vais avoir le truc. Et là, tu vois, t'as pas eu besoin de payer. T'as pas eu besoin d'utiliser un service tiers. Et donc, tu donnes pas des informations sensibles non plus à des entreprises. C'est ça. À des organisations. Autre chose que j'aime beaucoup, que je présume que tout le monde utilise, c'est lister, en fait, les employés sur LinkedIn. Ouais. Donc c'est assez simple. Et peut-être que tu as déjà eu le problème où en fait t'as pas de connexion avec la personne et donc il y a juste écrit utilisateur LinkedIn. Si tu payes pas LinkedIn, en effet, t'as pas accès aux gens qui sont à ton plus que ton troisième réseau. Et ça en fait c'est assez intéressant parce que tu peux juste copier-coller en fait le post, l'intitulé du post de la personne que tu mets aussi dans Google avec des guillemets. Tu rajoutes site2.linkedin.com pour dire je cherche uniquement les résultats sur linkedin.com et tu peux rajouter par exemple la ville et là en fait tu trouves par exemple le nom prénom de la personne alors qu'il y a écrit utilisateur LinkedIn et comme ça en fait t'as désanonymisé ce genre de choses et voilà. Ça c'est un hack sympa. Après je mets un bémol, je sais pas si tu as capté dans les 2 dernières semaines, t'as LinkedIn qui est de plus en plus verrouille et qui sont en train de réduire au max tout ce qui est public. Alors en débrouillant bien avec des Google Docs tu peux trouver ce que tu veux, mais de plus en plus ils sont en train de fermer tout ce qui est accessible publiquement et en fait faut payer LinkedIn quoi maintenant. Ouais, c'est exactement ça. C'est triste mais. Ouais, mais c'est un bon point que tu dis parce qu'en fait moi à des moments j'ai besoin de faire des recherches sans me connecter sur LinkedIn parce que j'ai pas envie que ce soit lié à un compte LinkedIn et tout ça. Donc en fait je faisais beaucoup de recherches Google avec les titres et tout ça, par exemple je sais pas security, cyber security et le nom de l'entreprise et tout ça sur Google et avec LinkedIn, mais en fait ça marche pas. Et en fait suivant les pays il y a des choses qui sont assez intéressantes. J'utilise beaucoup l'open data. Par exemple aux États-Unis t'as la FEC, Federal Election Commission, et en gros tu vas sur fec.gov et en fait tu peux voir l'ensemble
des personnes qui ont fait des dons à des partis politiques. Ok ? Et en fait, tu peux mettre, par exemple, moi je veux voir l'ensemble des employés de Boeing qui ont fait un don à un parti politique. Et en fait, là, tu as la liste de tous les employés de Boeing qui ont fait des dons à des partis politiques, avec leur adresse perso et tout ça, et avec leur fonction. Et en fait, ça, tu vois, c'est encore l'aspect hacking. C'est plus puissant que LinkedIn, du coup. Exactement. En fait, tu vas avoir même des personnes qui ne sont pas sur LinkedIn ou des choses comme ça, et tu vas avoir des noms prénoms. La même chose Strava. En fait, tu vois, tu regardes tous les parcours, toutes les personnes qui courent entre midi et 2 à la sortie de l'entreprise cible ou d'un truc comme ça. Et en fait, tu vas avoir, moi, j'ai déjà eu des personnes qui travaillent dans la R&D ou ce genre de trucs, qui n'ont pas de compte LinkedIn, mais qui en fait apparaissent sur Strava. Ou la même chose, tu regardes sur wipo.int, wipo.int. Donc là, c'est plus les brevets. Les marques, les trucs comme ça. Ouais. Et en fait, tu peux voir telle entreprise, ils ont déposé tel brevet la dernière fois, qui est l'inventeur, et en fait, tu as le nom, prénom des personnes qui bossent dans la R&D dans l'entreprise. Et en fait, tu vois, ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes pour identifier des nouveaux candidats en dehors de LinkedIn et pour avoir des trucs très focus, en fait, très, très custom et tout ça. Et je présume que les RH ont toujours le même problème. Ils disent, ouais, mais vous les RH, vous n'arrivez pas à trouver les personnes qui s'y connaissent vraiment dans le domaine et tout ça, vous regardez pas les conférences. Ouais, mais en fait, ça, c'est des techniques assez simples à mettre en place pour pouvoir retrouver des profils qui sont adaptés, quoi. Et tu dis un truc bien là-dessus, c'est qu'en effet, tu as plein de gens qui sont pas sur LinkedIn. Typiquement, tous les profils tech qui en ont marre en fait de se faire démarcher par des messages d'approche tout nuls. Je pense que tu en as dû recevoir un bon paquet de messages de recruteurs. T'es là, genre, qu'est-ce que c'est que ça ? Et qui, du coup, exprès se cachent de LinkedIn, soit suppriment leur profil, ou alors font des dans des fautes de frappe. Moi, j'ai pas mal d'amis développeurs, ils s'appellent développeurs avec 3 ou 4 P. Comme ça, du coup, personne les trouve. Ouais. Non, mais t'as entièrement raison. Moi, sur les devs, t'as beaucoup. Tu connais GitHub, je présume, le site où tout le monde partage les trucs. Et en fait, nous, à des moments sur Apios, en fait, on identifie des profils qu'on veut recruter, tu vois, sur GitHub. Et en fait, le mec, il est anonyme, il met pas de contact, il met pas de Twitter, il met rien. Et en fait, t'as une astuce. Mais tu peux croiser, ouais. Exactement, tu vas regarder dans le point patch, en fait, le classique du truc pour pouvoir avoir l'adresse mail de la personne. Et en fait, dès que t'as son adresse mail, tu dis, bon, salut, en fait, je suis une boîte de zine, on cherche on a vu ton travail sur GitHub. Et en fait, même le mec, il voit que tu t'es intéressé, que tu as cherché vraiment, et en fait, il fait ah ouais, ok, d'accord. Il apprend énormément et ça fait vraiment du social. Ouais, c'est assez intéressant. Et nous, on a recruté pas mal de personnes comme ça pour le coup. Ah, mais c'est ouf. Et tu vois, même typiquement GitHub, quand tu recrutes des techs, t'as même pas besoin de LinkedIn parce que du coup, ils sont quasiment tous dessus, les techs, ou sur Stack Overflow. Après, Stack Overflow a réduit un petit peu pareil le côté genre tout ce qui est public, faut que tu payes pour y accéder. Donc GitHub là-dessus est plus puissant. Et même leur moteur de recherche interne de GitHub, il est hyper bien. Genre, tu vois, genre les filtres personnalisés. Et c'est plus fort des fois que LinkedIn sur plein de raisons. Et tu peux filtrer par langage de programmation. Ce qui est un peu moins le cas sur LinkedIn où peu de gens en fait complètent exactement ce qu'ils vont maîtriser comme framework ou autre. Et t'as plein d'infos. Et tu me fais penser à un autre truc que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Donc tu vas trouver du coup des personnes différentes. Tu parlais de Strava, t'avais le cas, je crois que c'était quoi ? C'était une base américaine qui avait été découverte parce que des gens tournaient autour, des militaires tournaient autour de la base ou une histoire comme ça. Enfin, c'est fou en fait, les gens se rendent pas compte de tout ça, mais on en parlera juste après. Donc tu trouves des gens différemment. Enfin, tu vas trouver des personnes que t'aurais pas trouvées autrement. Donc en dehors de LinkedIn, ce qui est un peu le cas principal d'usage. 2, est-ce que t'as un autre cas d'usage aussi que tu pourrais avoir par exemple, tu trouves des gens et tu vas être sûr que c'est les bonnes personnes ou comment tu pourrais utiliser le site de recrutement d'une autre manière ? Tu peux l'utiliser en fait pour vérifier les infos des candidats. Ok, tu fais du fact-checking quoi. Exactement. Du recruiting fact-checking. Alors, ouais, y a plusieurs choses. En fait, tu vois, par exemple, t'as une personne qui t'envoie un CV qui te dit oui, j'ai travaillé sur ça, un tech, admettons, et en fait, il met pas son compte GitHub. Ok, bizarre. Pourquoi tu mets pas ton compte GitHub alors que t'es tech et que c'est le chose qu'on regarde vraiment. Et en fait, c'est ce qu'on fait avec Epios, par exemple. Tu vois, tu mets l'adresse mail de la personne parce que tu l'as dans le CV et tout ça. Et en fait, nous, on va te dire s'il y a un compte LinkedIn qui est lié, s'il y a un compte Strava, s'il y a un compte GitHub et tout ça. Et en fait, tu vas avoir le compte GitHub. Et là, tu vas voir le pseudo qu'il utilise. Et en gros, tu vois que en fait, son compte GitHub, y a rien. Ou alors c'est du copier-coller ou ce genre de choses. Et ça nous est déjà arrivé. Et ça, c'est assez intéressant pour vérifier. Pourquoi Deuxième chose, en fait, t'as une personne, par exemple, tu reçois un CV et la personne te dit qu'il travaille dans telle entreprise. Et en fait, tu connais le format des adresses mail de l'entreprise. Ouais. Et en fait, tu vas la même chose encore sur Epios, tu vois, donc EPIEOS, ouais. Donc voilà, tu mets l'adresse mail par exemple de ton candidat @l'entreprise.com et en fait, tu vois qu'il y a pas grand-chose, il y a pas de retour et tout ça, donc l'adresse mail a été supprimée et donc tu te dis peut-être qu'en fait, il fait genre qu'il travaille dans l'entreprise, mais peut-être qu'en fait, il est au chômage depuis 6 mois ou 1 an, peut-être qu'il se fait virer pour faute grave, enfin tu vois, et ça tu sais pas trop. Et ça peut être assez intéressant. Et moi, une dernière actualité que je trouve ultra méga pertinente et où je pense qu'on n'est pas assez sensibilisé en France, c'est les Nord-Coréens. Donc la Corée du Nord, en fait, envoie pas mal de profils tech, notamment, qui se font recruter par des boîtes américaines. Ok, pour prendre l'information, espionner. Alors, 2 choses. Déjà, en fait, d'une, c'est des personnes en full remote, la plupart.
Et ça va être par exemple pour pour rapatrier de l'argent. C'est-à-dire que les salaires en fait sont rapatriés directement en Corée du Nord. Et en fait comme ça, parce que tu vois comme ils sont sous sanctions internationales, en fait la Corée du Nord arrive à récupérer de l'argent comme ça. Et deuxième chose, c'est qu'en fait ça permet de faire de l'espionnage en effet. Donc tu vas avoir un profil qui est très compétent, qui est parfait et tout ça, tu te dis purée c'est parfait. Le mec qui te demande full remote, classique dans le monde de la tech et tout ça, tu le recrutes. Et en fin de compte, tu le sais pas, mais en fait, c'est une personne qui est basée en Corée du Nord et qui travaille sur des horaires de bureau normaux et tout ça, qui est très bon. Mais en fait, c'est un espion nord-coréen. Et en fait, il y a pas mal d'articles qui sont parus sur ça. Si tu veux, on pourra mettre, je pourrais les linker et tout ça. Plaisir, et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc, nous, justement, en fait, on fait de l'investigation pour être sûr, ok, est-ce que c'est pas un espion qui est derrière, ce genre de choses, etc. Et en fait, ça, suivant les thématiques et suivant les domaines que tu vas recruter, c'est des choses assez intéressantes et je dis nord-coréen mais c'est n'importe quel pays, hein. Ça peut être même un pays occidental qui veut s'intéresser dans ton entreprise ou ce genre de choses, etc. et qui peut envoyer... t'es jamais à l'abri en fait d'avoir un espionnage et ça c'est ouf parce que du coup en effet tu le réalises pas et le full remote peut être dangereux. C'est ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, le cas il y a quelques jours d'une personne, pour le coup c'était pas en Corée du Nord, c'était en Corée du Sud je crois, où quelqu'un a eu un deepfake à Singapour pardon, et du coup a envoyé 10 millions à des comptes parce qu'il pensait avoir son CFO dans un conf call alors qu'en fait c'était du coup du deepfake et des fausses vidéos de ses collègues et c'est ouf, tu vois, genre en effet le full remote peut être dangereux pour ça, tu vois, s'il y a bien une raison pour laquelle les gens peuvent demander un retour au présentiel, c'est parce qu'ils ont peur de ça, tu vois. Non mais c'est assez intéressant, tu vois, nous on a eu un client qui bossait dans le monde pharmaceutique qui nous a demandé, il y avait un profil d'un pays bien spécifique en Asie, et qui m'ont dit est-ce que cette personne est connue pour avoir des liens avec un parti politique bien spécifique et donc potentiellement est un espion. Et en fait on a regardé et un truc tout bête que tu vois, c'est que la personne en fait elle a créé tous ses comptes sur les réseaux sociaux à la même date. Oui bien sûr, personne ne fait ça. Et là tu te dis en mode ok c'est bizarre et tu vois c'est plein de petits signaux faibles en fait qui sont assez pertinents à regarder et tout ça quoi. Mais ouais en fait je trouve qu'on est pas mal bisounours en fait sur pas mal de thématiques. Alors faut pas voir le mal partout et faut pas être parano bien évidemment, mais il faut une sensibilisation. Et certes le remote on peut se faire avoir sur ça, mais t'as aussi des personnes en présentiel qui peuvent venir et en fin de compte qui sont tu fais rentrer le loup dans la bergerie quoi. De ouf, il faut se protéger de plein de manières, mais ça on va en parler du coup juste après, c'est notre troisième partie. Avant ça, est-ce que tu vois par exemple des usages comment tu vois évoluer l'OSINT et le recrutement demain? Est-ce que tu penses que ça va être plus des choses qui vont se faire? Est-ce que tu as une idée un peu de prospective? Alors t'as pas forcément besoin de donner de bonnes réponses vu qu'on est dans du prospectif, mais qu'est-ce que tu imagines toi sur les quelques prochaines années? En fait je pense que beaucoup de personnes sûrement je vais faire un peu la partie bullshit, désolé, j'ai pas envie de parler de ça. C'est parti, vas-y, on est sur TF1, journal de 20h et je te pose une question. Alors du coup monsieur Hajri, comment vous voyez le futur de l'OSINT? Dites-nous tout. Non mais en fait tu vois, je pense que tout le monde va parler de l'IA et tout ça et ça me gonfle un peu que tout le monde parle de l'IA, mais en vrai on voit vraiment des évolutions, notamment tu vois par exemple tu veux identifier des personnes, t'as une photo par exemple chez un concurrent ou ce genre de choses, tu vois que c'est l'équipe Intel, tu veux les identifier, en fait tu peux faire de la reconnaissance faciale avec PMICE et en fait tu fais la reconnaissance faciale et là bam tu tombes directement sur nom prénom de la personne et juste en quelques secondes en faisant de la recherche inversée et en fait en faisant de la reconnaissance faciale, donc ça c'est bluffant. Après on voit beaucoup d'outils qui existent depuis pas mal de choses, peut-être que tu connaissais Meetalfred ou Linktelper, ce genre de choses qui permettaient d'automatiser et de rajouter des personnes automatiques qui sont plus trop à utiliser parce que LinkedIn est en train de, si tu utilises ça il te banne et il te dégage de la plateforme, mais complètement. Et en fait tu vois t'as de plus en plus d'outils qui permettent d'automatiser la chose et de personnaliser des messages. Alors les messages en mode public postage, en mode salut Intel avec tu sais les personnes qui mettent les emojis. J'ai adoré ton expérience chez Epios. Est-ce que tu serais intéressé par ça c'est tout. Et en fait je trouve qu'en fait on peut faire pas mal de choses qui sont beaucoup plus focus et tu vois et plus tard on pourra faire des choses vraiment personnalisées avec les expériences et tout ça. Tu sauras plus qui c'est rédigé par un humain ou un IA. Il y avait un outil que tu peux encore utiliser qui s'appelle Crystal Nose, je sais pas si tu connais. Très bien. T'as l'alternative française s'appelle Human Linker, je sais pas si tu connais, c'est pareil en français. Bien sûr. Et en fait moi j'avais été bluffé parce que ça existe depuis pas mal de temps et en fait ça s'appelle ils disent Predicting Personality with AI et c'était AI avant que ce soit à la mode et en gros ils analysent le profil de la personne et ils vont dire par rapport à ses likes, ses commentaires et tout ça, si la personne elle est plus extravertie, avec les profils disques aussi, genre rouge, exactement. jaune, vert, bleu. Et en fait ça va se baser sur le Neonac ou sur le disque ou sur le MBTI, je sais pas trop, mais en fait ça va faire de la personnalité de la personne et ça c'est incroyable, bluffant. Et pour moi en fait sur de la partie vraiment RH et de l'OSINT, en fait c'est vraiment d'avoir toutes les métriques d'une personne sans la connaître
en un claquement de doigts, quoi. Et ça envoie de l'automatisation. Après, ça peut faire un peu flipper aux gens qui font beaucoup de sourcing et qui se disent j'aurais plus besoin de faire des messages d'approche, c'est la machine qui fera ça mieux que moi, potentiellement. On sait pas, ça en vrai, genre à voir comment ça évolue. Et en plus, tu vois, moi je l'ai déjà vu où en fait, après tu fais le synth sur la personne, sur ton candidat, tu vois que la personne, ou alors sur une entreprise, tu veux que l'entreprise elle est passionnée de rugby, en fait, et tu connais rien en rugby et tu prépares ton entretien, tu dis je suis un grand fan de rugby, non, sans deck. Et puis en fait, et tu vois, c'est dommage parce qu'en fait, on va avoir des relations de plus en plus artificielles. Exactement. Et même des entretiens qui seront préparés des deux côtés, mais en fait qui seront pas préparés, ce sera préparé par quelqu'un et en fait tu suivras juste une baseline. Et je pense que c'est le truc qui est assez intéressant dans le monde du RH plus tard, c'est vraiment de créer en fait parce que la plupart des personnes, pourquoi ils viennent dans une entreprise et tout ça, c'est pour les gens, ouais, bien sûr. Exactement. Les vraies relations que t'as en fait. Mais c'est pareil dans l'entrepreneuriat, tu vois. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui avec Ellie, c'est que les gens, quand ils viennent se former avec nous, c'est pour nous, c'est pas pour notre produit. Tu vois, je pense que c'est pareil pour toi. Tu crées beaucoup de relationnels avec tes clients. Alors évidemment, ton produit est canon et les gens aiment ça aussi, mais en fait, t'as une grosse partie de ça qui est liée à toi. Et dans le recrutement, c'est pareil. Les gens viennent en effet parce qu'ils ont créé une relation avec leur futur manager, avec leur futur dirigeante, quoi. Ok, merci pour cette petite prospective un peu flippante, mais j'espère qu'on aura un truc un chouïa plus positif dans l'avenir et qu'on va vraiment utiliser l'IA for good. Un truc moi qui m'a choqué par rapport à ça c'est rigolo parce que moi j'ai découvert du coup ta boîte Epios il y a 2 ans. J'ai fait une formation au sourcing tech avec un mec qui s'appelle Balash que tu as rencontré il y a pas longtemps. D'ailleurs on lui passe le bonjour. Alors, je sais pas s'il comprend le français, mais en tout cas les bases, c'est dire genre bonjour baguette. Donc je pense pas qu'il écoute notre omelette au fromage. Exactement, ça s'arrête là son skills. Omelette, c'est tout ce qu'il sait dire. Hop, les références à Dexter. Du coup donc il y a 2 ans j'ai découvert Epios et moi après je t'avais redécouvert quand t'as fait un post LinkedIn en disant je participe à Celebrity Hunted sur Amazon Prime, genre ton moment de gloire à la télé et du coup c'est rigolo parce que tu me disais genre c'était une expérience assez marrante et c'était une bonne transition vers est-ce que tout ça c'est la vraie vie, tu vois, est-ce qu'en fait en tant que personne au quotidien on peut être chassé, on peut si on fait une cavale être retrouvé et donc quelles sont les précautions à prendre. La première question pour toi là-dessus c'est qu'est-ce que tu penses les gens ne savent pas qui est public sur eux, qui est visible sur eux. Un truc tout bête qu'on a fait, tu vois, sur Epios. En fait, donc t'as une version gratuite et les personnes peuvent essayer avec la version gratuite. Oui, qui est déjà hyper costaud, hein, tu peux en faire des choses dessus. Hein. En fait, la version gratuite, on va récupérer par exemple depuis une adresse mail, on va te dire s'il y a un compte Google Maps qui est lié. Enfin, un compte Google et on va te dire quand est-ce que la personne a modifié son compte Google pour la dernière fois. Donc tu peux savoir par exemple sur des fugitifs s'ils sont toujours vivants ou pas. Ouais. Mais tu peux également voir les avis Google Maps d'une personne. Et en fait, faites attention quand vous laissez des avis Google Maps, c'est généralement public. Donc en fait, moi j'ai trouvé sur des anciens ministres sur ce genre de choses, quelles sont leurs préférences, où est-ce qu'ils habitent. Tu vois, et pourquoi? Parce qu'en fait, ils mettent 5 étoiles à la boulangerie d'à côté, à la pharmacie, ce genre de choses. Ouais, donc tu croises un peu. Exactement. Ou alors, tu vois que la personne, elle note que un certain type de resto, et donc tu sais que si tu vas organiser un rendez-vous avec ton candidat ou un truc comme ça, tu sais que tu peux l'envoyer uniquement, tu vas l'inviter dans un type de resto comme ça, et le mec il va faire purée, mais j'adore ce type de resto comme moi. Quoi. Donc ça c'est assez flippant. Mais nous sur Epios on a développé un truc qui est ce qu'on appelle les email checkers et en fait on veut juste vérifier si une adresse mail existe à des moments. Donc en fait comment on fait, on regarde sur plus de 300 sites et on va essayer de créer un compte avec l'adresse mail que par exemple je sais pas et il te dit genre déjà utilisé quoi dans exactement lero@tamtam.com admettons tu vois et en fait nous, on va essayer d'aller sur Spotify et on va essayer de créer un compte leo@tamtam.com. Alors, on le fait pas parce qu'on veut pas alerter la cible, donc on finit pas le process. Mais en fait, ils vont nous dire par exemple impossible de créer le compte parce qu'il y a déjà un compte qui a été enregistré avec cette adresse mail. Donc là tu pars du principe que ça existe déjà du coup. Exactement, ça veut dire que ton adresse mail elle existe et en fait que tu peux envoyer ton sourcing et tout ça. Sauf qu'en fait on fait ça sur plusieurs sites web, dont notamment des sites porno. Et en fait tu vois très régulièrement, par exemple on a eu sur des personnes avec des adresses mail pro où les personnes s'inscrivent sur des sites d'escorte. Avec des adresses pro. Wow. Avec des adresses pro. Faut pas être rusé quand même. Et en fait, tu vois, là, tu dis que ça peut nuire à la marque et tout ça. Bien sûr. Ça peut nuire à l'entreprise. On a eu un PDG d'un grand groupe du CAC 40 où en fait, tu voyais, c'est quelque chose de tout bête, mais tu voyais qu'en fait, il donnait des avis sur son médecin, sur Google. Et en fait, pour une cible,
bah, ils peuvent très bien, je sais pas, préparer un cambriolage ou ce genre de choses chez le médecin pour pouvoir voler du secret médical et ensuite influencer sur la bourse ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est ouf. C'est des choses. Chaque élément va être utilisé, peut être utilisé de manière, j'allais dire maléfique, mais c'est pas le mot, mais tu vois. Non, mais bien sûr. Et en fait, faut pas voir le mal partout, mais en fait, faut être sensibilisé au mal. Okay. Et autre chose, bah, on en parlait, Strava. Par exemple, tu vois, t'as un journaliste qui est très connu en France qui s'appelle Jean-Marc Manac, vraiment qui a commencé l'osine dans les années 90-2000, quoi. Il a bien internet. Ouais, non, mais c'est assez hallucinant ce qu'il a fait. Et en fait, lui, il est assez connu parce que justement, tu parlais des bases américaines et tout ça. Donc en fait, lui, il s'est dit, tiens, donc on a Strava. Est-ce qu'on peut regarder toutes les personnes qui courent, qui utilisent Strava et qui travaillent à la DGSE et à la DGSI. Et en fait, il a juste regardé entre midi et deux qui sont les personnes qui partent depuis la DGSE ou la DGSI. Il a trouvé plus de 30 personnes. C'est ouf. Et en fait, il a trouvé les noms, prénoms des bien sûr, bah oui, parce que c'est pas, si t'as en plus un compte Strava payant, tu peux avoir accès aux prénoms des gens. Exactement. Et en fait, t'as un petit trick qui est assez simple. En fait, tu vas créer un segment, tu vas faire comme si t'avais couru juste 50 mètres devant le siège. Et en fait, ça te local legend. Exactement. Et en fait, tu vois, à l'époque, tu voyais aussi des personnes courir en plein désert. Et en fait, t'avais la base de Manama, par exemple, qui pouvait être retrouvée comme ça. Mais t'as aussi des sites secrets de la CIA qui se retrouvaient comme ça parce que en fait. C'est ouf. Ouais. Et ça, c'est violent. Et tu vois, c'est juste des choses assez bêtes où en fait l'information elle est publique, elle peut être utilisée par n'importe qui. Elle peut être utilisée aussi pour pouvoir préparer des phishing, du spear phishing contre vous, quoi, en fait. Donc ça c'est hyper dangereux et tu vois, genre sur le côté Strava, les gens qui nous écoutent peuvent utiliser du coup Epios pour regarder si leur compte Strava est public ou pas. La version gratuite non, c'est pas sur la version gratuite, il y aura juste Skype, Google et puis le checker, une partie du checker. Okay. Ouais. Et dans la version payante, il y aura un peu plus mais sinon à la voir du coup sur Strava si vos profils est public ou pas. Typiquement, moi en utilisant Epios, j'ai regardé en fait mon Strava, je pensais qu'il était privé, en fait il était public, tu avais accès à toutes mes courses. Bon, du coup il y a pas des grosses perfs, je suis pas local legend sur mes segments, mais c'est intéressant de se dire qu'en fait du coup tu peux être vu par ça, quoi. Mais en fait c'est assez intéressant, tu vois, sur Strava, peut-être que vous avez vu que t'as vu l'actu il y a quelques mois, au mois de juin ou juillet, il y a un sous-marinier russe qui s'est fait tuer, un pacha, enfin le patron d'un sous-marin russe. Okay. Et en gros, pourquoi ? Parce qu'en fait il s'est fait assassiner pendant qu'il courait. Et en fait, avec son adresse mail, tu trouves son compte Strava. Donc tu vois où est-ce qu'il habite et tout ça, et quel est le parcours qu'il fait à chaque fois. Et en fait, tu vois également les photos qu'il poste sur Strava. Et en fait, tu fais de la reconnaissance faciale, et donc tu peux voir que en fait, il a été en remise de diplôme, des trucs comme ça, et des cérémonies militaires et tout ça. Et autre chose, tu vois qui est-ce qui suit sur Strava. Et donc tu vois qui sont ses potes, qui sont ses collègues. Mais vraiment c'est assez violent en 5 secondes, tu vois. Moi j'ai juste fait son nom arrobase, il est comment s'appelle, il est russe, donc c'est sûrement yandex.com ou mail.ru. J'ai essayé ça, je tombe sur un compte, je vois sa photo de profil, ok, je sais que c'est lui, et ensuite je tombe sur le compte Strava, je vais directement dans les followers et c'est bon, j'ai tous ses amis et tous ses collègues qui, enfin tu vois, c'est ouf. En quelques secondes, quoi. Et tu vois, tu me fais penser là-dessus à un petit hack du coup que m'a partagé Balach, mais sur les mails aussi, pour vérifier en plus d'Epios, tu peux aller juste, tu prends le mail de la personne, tu le rédiges sur Google, s'il y a un compte qui existe, ça te met la petite photo de la personne, tu vois. Et du coup, tu t'assures que c'est un vrai compte. Sur Outlook, ça marche aussi. Et d'ailleurs, t'as même un truc où quand tu mets sur Outlook vu que Outlook appartient à Microsoft comme LinkedIn, si tu mets un compte LinkedIn, je pense que tu connais cette astuce-là aussi. Du coup, tu peux avoir accès au compte directement, en fait. C'est lié à un gros compte Microsoft global. Et du coup, tu peux venir valider et fact-checker une deuxième fois que ton mail existe bien. En fait, nous, on l'a automatisé sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'en gros, avec Epios, en fait, si tu mets une adresse mail, tu retrouves le compte LinkedIn de la personne. C'est ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on utilise comme trick ? Vous pouvez le faire à la main, mais en fait, c'est juste que c'est long à faire. On crée un faux compte Outlook, on crée un faux compte LinkedIn, il faut lier les deux, il faut vérifier avec un numéro de téléphone. Tu crées un nouveau contact dans Outlook. T'as automatisé ça, quoi. Exactement, tu crées un nouveau contact dans Outlook, tu attends quelques secondes et tu vas avoir le compte LinkedIn qui est lié. Mais en fait, ça te prend 15-20 minutes si tu veux faire ça. Et en fait, si tu veux avoir une bonne sécurité opérationnelle, en fait, t'es obligé de créer un nouveau compte à chaque fois. Et en fait, c'est trop long. Et en plus, ça fait la technique que sur un seul réseau social. Nous, en fait, tu vois, on automatise tous ces genres de petites techniques là-dessus. Et comme ça, on trouve, par exemple, sur des VIP, on a trouvé des faux comptes LinkedIn. Donc, tu vois, sur un ministre, on a trouvé le faux compte LinkedIn qu'il utilise avec le faux nom prénom et en fait sur quelle entreprise il s'intéresse ou ce genre de choses. C'est ouf. Donc assez intéressant. Et ça marche pas pareil pour le numéro de téléphone sur WhatsApp, tu vois, genre juste tout simple, tu as un numéro de téléphone, tu penses que c'est un numéro ou pas, tu vas vérifier, tu ajoutes sur WhatsApp à la personne en plus, je pense, ne sait même pas qu'elle a été ajoutée dans ton répertoire à WhatsApp, et du coup toi tu vois la photo de profil de la personne et potentiellement où elle était. T'as même des gens qui mettent en public leurs updates sur WhatsApp, genre un peu comme des stories Instagram. Bien sûr. Bref, du coup c'est hyper dangereux. Deux questions pour toi. La première, quand on fait de l'hocine, quand on chasse, quelles précautions prendre, et deuxième, du coup, en tant que personne, nous-mêmes, comment est-ce qu'on fait pour être safe sur Internet et pas se faire retrouver par des personnes Alors quand
Quand tu fais de l'OSINT, en fait, déjà, il y a une chose qui est primordiale, c'est ce qu'on appelle l'OPSEC, pour Operation Security ou sécurité opérationnelle. En gros, c'est toutes les mesures que tu vas mettre en œuvre pour être sûr qu'en fait, on ne remonte pas à toi. Et donc, en gros, quand vous allez faire de l'OSINT, créez des faux comptes, ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que tu représentes ta marque. Et en fait, si tu commences à creuser un peu plus sur des gens, des choses comme ça, peut-être que tu veux pas que ton concurrent ou ce genre de choses voit que tu es en train de démarcher tout le monde dans l'entreprise. Donc en fait, juste un faux compte, c'est tout simple à faire et ça vous permet juste de réduire de réduire la voilure et tout ça. Donc ça, à mon sens, c'est vraiment quelque chose de base et qu'il faut avoir. Et puis même à des moments, on n'est pas à l'abri de cliquer malencontreusement sur un j'aime ou ce genre de choses, alors qu'on veut pas. Si tu arrives à des postes 2017, c'est hyper chelou, quoi. Exactement. Et deuxième chose, donc ça c'est sur la partie sécurité. Et en fait, nous comment se protéger ? Bien évidemment, changer les privacy settings sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Tout mettre en privé si on souhaite, en tout cas être en privé. Si les gens veulent laisser en public, c'est leur problème. Ouais, bien sûr. Mais en fait, tu vois, c'est des choses toutes bêtes. Sur LinkedIn, tu vas avoir déjà ne pas notifier la cible, enfin ne pas notifier quelqu'un quand je visite son profil. Mais tu vas voir aussi la chose, est-ce que je veux être trouvable sur LinkedIn avec mon adresse mail ou avec mon numéro de téléphone. Donc ça, c'est des choses. Oui, tu peux tout mettre en privé. Exactement. Les avis Google Maps, les mettre en privé. Strava, les mettre en privé. Parce qu'en fait, peut-être que tu dis j'ai rien à cacher, mais ça va être utilisé contre ton organisation, par exemple, ou ce genre de choses. Parce que la frontière vie pro vie perso est assez faible. Ou alors, ça va être utilisé sur des proches à toi. Et c'est quelque chose que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, les informations, par exemple, des avis Google Maps, tu me dis ouais, mais ok, j'en ai rien à faire. Mais en fait, si demain je veux te pirater pour voler tes coordonnées bancaires ou ce genre de choses, si je vois que tu as visité, un magasin de moto avant-hier, je peux très bien t'envoyer, suite à votre visite du magasin de moto avant-hier, voici le bon de réduction de moins 50% ou ce genre de truc. Et en fait, tu te dis, c'est quelque chose de légitime. Il y a que le magasin de moto qui sait que j'ai visité ça. Et en fait, non, c'est juste que j'ai retrouvé un avis Google Maps, que j'utilise ça. Et en fait, toi, tu vas baisser ta vigilance, tu vas cliquer. Et en fait, tu vas compromis comme ça et on va faire du vol d'identité ou ce genre de choses. Donc ça, c'est assez intéressant. Également, faire un check-up régulier sur aussi bien son adresse mail pro, son adresse mail perso, c'est ultra méga important. Tu peux le faire tous les mois en fait. Et tu peux regarder sur Have I Been Pwned, ce genre de truc, et ça te permet de voir si l'adresse mail elle a fuité et des mots de passe ont fuité. Et faut vraiment faire attention parce qu'en fait, c'est des choses qui sont assez simples et qui peuvent être retrouvées par pas mal de pirates, etc., quoi. Ok, ouf, et merci pour tout ça. Et sur la partie justement, toutes les astuces que tu mets en place, notamment pour faire la partie Red Team, je mettrai en lien l'interview que tu as fait avec Legend, où du coup t'expliques pas mal de choses en détail, et des trucs assez flippants, genre le coup tu fais genre de t'imites un badge de sécurité et tu reproduis la même chose et tu peux ouvrir toutes les portes. Le truc que moi tu m'as tué, c'est les clés USB que tu mets, que les gens, oh tiens, une clé USB, ils mettent dans leur ordi et basta. Enfin, alors c'est ouf comme truc. Si un jour vous voyez une clé USB dans le parking de votre entreprise où il y a écrit augmentation salariale 2024, ne la branchez pas et ça veut dire que je suis dans votre entreprise. Non, si tu as révélé un de tes secrets. Mais je mettrai le lien d'interview qui est vraiment chouette. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire sur l'OSINT avant que je te pose les 3 questions finales que je pose à chaque invité? Un mot de la fin, réellement, c'est explorer l'OSINT. Vous allez voir, c'est passionnant. Il y a moyen de s'amuser. C'est vraiment marrant. Et c'est pas difficile. Ouais. Il faut juste être motivé. Exactement, il y a énormément de ressources. Moi, je suis cofondateur aussi d'une association qui s'appelle osintfr.com, osintfr.com, où en fait on donne pas mal de choses, on fait des enquêtes, ce genre de choses. Mais c'est pas inaccessible, c'est très simple à mettre en œuvre et en fait, faut juste être curieux. Donc foncez et ça va vous aider énormément dans votre travail, quoi. De ouf, notamment si on fait beaucoup de sourcing, ou au moins vous donnez goût au sourcing, parce que c'est ça le truc, genre, c'est rigolo en fait le sourcing quand tu le fais différemment de juste mettre des filtres LinkedIn pour la énième fois depuis 5 ans à chercher les mêmes devs Java à Lyon, quoi. Mais même en dehors du sourcing, enfin, tu vois, il y a dans plein de domaines tu peux et même pour la curiosité personnelle, tu vois, genre c'est rigolo à faire et t'as un peu l'impression d'être un hacker alors que bon, en vrai tu vas dire pas du tout, tu vois, mais genre t'as l'impression en fait de faire des trucs un peu secrets. 3 questions du coup que je pose à chaque invité. La première c'est est-ce que tu as un contenu que tu aimes et que tu recommandes? Ça peut être un podcast, ça peut être des vidéos, ça peut être un site, ce que tu veux, un truc que tu adores. Alors moi, déjà, je vais encore rester dans l'OSINT. Le quoi déjà? L'OSINT, je connais pas. Si tu peux expliquer ce que c'est, j'ai pas assez entendu parler de ça. Non, je recommande en fait Bellingcat. Je sais pas si les personnes connaissent, mais en gros, c'est une ONG britannique qui font de l'investigation et c'est vraiment un service de renseignement citoyen qui font de l'investigation en source ouverte. Et en gros, c'est eux qui ont cherché, par exemple, le Skripal ou Navalny, donc les personnes qui ont reçu des tentatives d'empoisonnement des Russes et en fait ils ont réussi à identifier les personnes. Quand il y a eu le crash du MH17, c'est eux qui ont réussi à identifier qui sont les personnes qui ont envoyé le missile sur le MH17, etc. Et en fait c'est en anglais, mais par contre c'est ultra méga passionnant et on voit toutes les personnes ce qu'ils arrivent à faire en fait avec juste avec des ressources sur internet et je trouve que c'est vraiment c'est bluffant.
Ouais, c'est incroyable et c'est rigolo parce que du coup quand j'ai fait du coup à la formation Open Facto toutes les je pense 10 minutes on parlait de Bellingcat, Bellingcat ci, Bellingcat par-ci, Bellingcat par-là, c'est assez ouf ce qu'ils font. Deuxième chose, est-ce que tu aurais une personne que tu aimes, que tu recommandes si les gens veulent aller plus loin sur la partie notamment au synth ou même en général des gens qui pour toi sont hyper inspirants? T'as parlé de plusieurs personnes dans l'épisode mais... Alors ouais, il y en a énormément. Sur OSINTFR, sur le site osintfr.com, j'ai fait un Wall of Fame des personnes de la communauté que je recommande vraiment parce qu'en fait ils postent des trucs et tout ça et c'est assez intéressant, donc il y a dessus. Okay. Et sinon je recommande aussi AZV, donc qui est une association française de hacking qui est le plus vieil événement de hacking de France, qui s'appelle le Hack. Avant ça s'appelait la nuit du hack, mais maintenant c'est le Hack, qui arrive dans pas longtemps je crois il me semble. C'est en juillet, donc ça va. Et en fait si vous êtes intéressé par le monde du hacking, vous pouvez y aller, c'est ouvert à tout le monde, tout le monde peut y aller. C'est vraiment passionnant. Et en fait moi ce que j'adore c'est il y a le Hack Kids. Donc en fait tu peux mettre ton gamin je sais pas à 9-10 ans, ce genre de truc, et en fait il fait une journée où il apprend à faire du hacking, ce genre de truc, et je trouve ça vraiment cool. C'est pas une personne mais c'est des assos, donc après il te hack ton compte en banque et ton enfant te soutire ta thune. C'est le plot twist. Et dernière question pour toi, est-ce que tu as une série ou un film que tu recommandes en lien ou pas avec ton job, juste un truc que t'aimes bien et que tu peux partager aux gens? C'est pour les gens qui savent pas quoi regarder ce soir, qui se disent tiens qu'est-ce que je vais regarder à la télé. Alors moi en film je suis un grand fan du film Whiplash. Vraiment si vous l'avez pas vu, c'est un peu vieux, ça date de 2014 je crois. Ça va. Ouais non mais je veux dire enfin tu vois c'est pas c'est un film, c'est le réalisateur de La La Land, etc. Enfin vraiment je suis un grand fan de ce film. Et sinon une série, The Spy, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Tu l'as vu toi Léo ou pas? Non jamais, mais je vais regarder du coup. Faut absolument regarder. À mon sens c'est la meilleure série d'espionnage que j'ai vu. C'est sur Netflix. C'est sur une histoire vraie, c'est sur Netflix. Et en fait, pour la faire courte, c'est donc une histoire vraie d'un espion israélien en fait qui arrive à finir vice-ministre de la défense en Syrie. Et voilà. Ouf. Et c'est vraiment c'est bluffant. Et c'est une seule saison, donc en fait vous êtes sûr que c'est pas un truc en mode faut attendre et ça finit pas nul. Ouais non, et ça se regarde assez vite, assez bien. Okay. Et donc voilà. Mais en fait j'ai plein de trucs, donc n'hésitez pas à me contacter aussi sur les réseaux sociaux, genre Twitter, LinkedIn, ce genre de choses si vous voulez d'autres recommandations. Je mettrai ton LinkedIn et ton Twitter en description de l'épisode. Merci du coup pour tout ça. C'était hyper intéressant, hyper dense. T'as donné plein d'infos et j'espère que les gens qui nous écoutent, qui sont du coup des recruteurs, recruteuses, RH, dirigeantes vont se dire waouh c'est trop cool. Et j'ai envie de faire de l'OSINT et je prends plaisir à sourcer, et même de manière générale je protège aussi qui je suis. Enfin tu vois c'est un peu le côté double, tu vois, c'est plus tu fais du hacking, plus du coup tu sais hacker et plus du coup tu sais protéger les gens qui sont des boîtes, qui sont tes clients. Faut connaître l'attaque pour mieux savoir se défendre. Et avant de commercialiser une voiture, non mais c'est ça. Mais en fait avant de commercialiser une voiture on fait bien des crash tests. En fait faut faire la même chose avec notre exposition numérique. Et très belle phrase de fin, du coup on va finir là-dessus. Merci du coup d'être venu Sylvain, c'était très chouette et à la prochaine. Allez, ciao, bye. À plus. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.